L'année 1081 marque un tournant dans l'histoire de l'Empire byzantin. Constantinople règne encore sur des territoires immenses, mais les fissures se multiplient. Les Seldjoukides grignotent l'Anatolie depuis la catastrophe de Manzikert 10 ans plus tôt. Les Normands ont conquis toute l'Italie du Sud. Et maintenant, ils veulent plus. Robert Guiscard n'est pas né duc. 6e fils de Tancrède de Hauteville, il débarque en Italie en 1046 avec 5 chevaliers et 35 fantassins. À l'époque, personne n'aurait parié un sou sur lui. Il commence sa carrière en Calabre comme brigand, pillant les églises, rançonnant les voyageurs, harcelant les troupes byzantines. Mais cet homme qu'on surnomme l'astucieux a du flair. Un mariage stratégique lui apporte 200 chevaliers normands. En 1057, il devient comte d'Apulie. En 1059, le pape lui-même, comprenant qu'il ne peut pas le vaincre, le nomme duc d'Apulie, de Calabre et de Sicile. Les Byzantins contrôlent encore Bari, leur dernière forteresse en Italie. Guiscard met le siège. La ville tombe en 1071, la même année où les Normands achèvent la conquête de la Sicile musulmane. L'Empire byzantin vient de perdre sa dernière parcelle de territoire italien après 5 siècles de présence. Mais Guiscard ne compte pas s'arrêter là. L'empereur byzantin Michel VII avait promis sa fille à celle de Guiscard. Un mariage entre 2 dynasties. Mais en mars 1078, Michel VII est renversé par Nicéphore III Botaniates. Le mariage est annulé. Pour Guiscard, c'est l'insulte de trop. Ou plutôt, c'est le prétexte parfait. Il peut désormais envahir l'Empire byzantin en prétendant restaurer Michel VII sur le trône. Personne n'est dupe de ses véritables intentions, mais peu importe. La machine de guerre normande se met en branle. En avril 1081, un nouveau coup d'État secoue Constantinople. Alexis Comnène, un général de 33 ans, s'empare du pouvoir. Il trouve un empire au bord du gouffre. Les caisses sont vides, l'armée est exsangue, les Turcs contrôlent l'Asie mineure, et maintenant, les Normands préparent une invasion massive depuis l'Italie. Mais 1081. Le port de Bari grouille d'activité. Guiscard a réuni une flotte de 150 navires, dont 60 transporteurs de chevaux. Les sources divergent sur les effectifs exacts de son armée. Anne Comnène, la fille d'Alexis qui écrira l'histoire de son père, parle de 30 000 hommes, dont 1300 chevaliers normands. D'autres chroniqueurs donnent des chiffres plus modestes, 15 000, voire 10 000 hommes. Mais même avec les estimations les plus basses, c'est une force impressionnante. Guiscard confie à son fils Bohémond le commandement de l'avant-garde. À 25 ans, Bohémond est déjà un guerrier redoutable. Grand, blond, les yeux bleus, il impressionne tous ceux qui le croisent. Il sera plus tard l'un des héros de la première croisade. Pour l'instant, il doit ouvrir la voie à son père. La flotte quitte Bari et traverse l'Adriatique. Destination, l'Empire byzantin. Mais la nature en décide autrement. Une violente tempête frappe les navires. Plusieurs coulent, les pertes sont sévères. Mais Guiscard n'est pas homme à se laisser abattre par un orage. Il regroupe sa flotte à Avlona, sur la côte albanaise, attend 7 jours que l'avant-garde terrestre le rejoigne, puis reprend sa marche. Premier objectif, Corfou. La garnison byzantine de l'île est faible. Elle capitule sans vraiment combattre. Guiscard a maintenant une tête de pont solide pour recevoir des renforts d'Italie. Il peut passer à la cible suivante. Dyrrhachium. Dyrrhachium, c'est la clé des Balkans. La ville, située sur une étroite péninsule, contrôle la Via Egnatia, cette route antique qui traverse toute la péninsule balkanique jusqu'à Constantinople. Prendre Dyrrhachium, c'est ouvrir la porte de l'Empire. Guiscard le sait. Alexis le sait aussi. Le 17 juin 1081, l'armée normande dresse son camp devant les murailles de Dyrrhachium. Les engins de siège sont déchargés des navires. Une tour de siège colossale est assemblée. Anne Comnène la décrit comme une superstructure terrifiante. Le siège commence. À l'intérieur de la ville, Georges Paléologue prépare la défense. C'est le beau-frère d'Alexis Comnène. L'empereur l'a nommé duc de Dyrrhachium dès sa prise de pouvoir, remplaçant le précédent gouverneur jugé peu fiable. Paléologue est un soldat expérimenté. Il sait que sa mission est simple, tenir coûte que coûte jusqu'à ce qu'Alexis puisse rassembler une armée de secours. La ville est bien fortifiée. Elle s'étire sur une péninsule étroite, parallèle à la côte, séparée de celle-ci par des marais. Les Normands ne peuvent l'attaquer que de face.
Paléologue place ses catapultes au point stratégique. Il organise des tours de garde permanentes. Et il ordonne des sorties régulières pour harceler les assiégeants. Ces sorties sont meurtrières. Lors de l'une d'elles, Paléologue lui-même combat toute la journée avec une pointe de flèche plantée dans le crâne. Il survit, mais garde des séquelles douloureuses. Une autre sortie permet aux défenseurs de détruire la tour de siège géante des Normands en y mettant le feu avec des flèches enflammées. C'est un coup dur pour Guiscard, mais un ennemi plus sournois frappe le camp normand. La maladie. Probablement la variole. L'épidémie se propage rapidement dans les rangs serrés des assiégeants. Anne Comnène parle de 10 000 morts, dont 500 chevaliers. Les chiffres sont peut-être exagérés, mais il est certain que les pertes sont énormes. Le moral s'effondre. Les soldats n'ont pas été payés depuis longtemps. Certains parlent de lever le siège. Pendant ce temps, une menace d'un autre ordre se matérialise en mer. Alexis a fait appel au doge de Venise, Domenico Selvo. En échange de droits commerciaux considérables, Venise accepte d'envoyer sa flotte contre les Normands. Pour les Vénitiens, c'est aussi une question de survie. Si Guiscard contrôle le détroit d'Otrante, il peut étrangler leur commerce avec l'Orient. La flotte vénitienne attaque celle de Bohémond à la tombée de la nuit. Les Normands contre-attaquent avec courage, mais ils sont piètres marins. Les Vénitiens, eux, sont des loups de mer. Ils utilisent la formation serrée dite port de mer et déploient leur arme secrète. Le feu grégeois, ce mélange incendiaire qui brûle même sur l'eau. La flotte normande est dispersée. Les Vénitiens entrent dans le port de Dyrrhachium. Le siège maritime est levé. Guiscard vient de subir un double revers. L'épidémie à terre, la défaite navale en mer. Pourtant, il ne lève pas le siège terrestre. Il sait que le temps joue pour lui. Dyrrhachium ne peut pas tenir éternellement. Et effectivement, malgré tous ses efforts, la situation de la garnison devient désespérée. Les vivres commencent à manquer. Les habitants sont épuisés. La ville va tomber si Alexis n'arrive pas rapidement. À Constantinople, Alexis rassemble ses forces. Mais l'Empire est dans un état lamentable. Depuis la désastreuse bataille de Manzikert en 1071, l'armée byzantine traditionnelle a été décimée. Les guerres civiles des années 1070 ont achevé le travail. Alexis doit construire une nouvelle armée presque de zéro. Il commence par mobiliser les tagmatas de Thrace et de Macédoine, les unités régulières qui subsistent. Cela lui donne environ 5000 hommes. Il ajoute les unités d'élite des excubites et des vestiaires, soit 1000 hommes supplémentaires. Il rassemble aussi les conscrits des Balkans, de la cavalerie de Thessalie, de l'infanterie arménienne. Il recrute même 2800 bogomiles, ces hérétiques qu'on appelle manichéens et qu'on a organisés en unités militaires distinctes. Mais le cœur de son armée, ce sont les mercenaires. Alexis engage 1000 mercenaires francs. Il obtient du sultan seldjoukide 7000 auxiliaires turcs. Et surtout, il compte sur sa garde personnelle, les Varegs. Les Varegs sont la légende vivante de l'armée byzantine. Ces guerriers venus du nord servent les empereurs depuis des générations. Ils portent d'énormes haches de guerre qu'on appelle les fracasseurs. Ils ne reculent jamais. Ils ne se rendent jamais. Depuis 1066, beaucoup d'entre eux sont des Angles et des Saxons qui ont fui l'Angleterre après la conquête normande. Pour eux, combattre les Normands à Dyrrhachium sera une revanche. Au total, Alexis rassemble entre 18 000 et 25 000 hommes, selon les historiens. C'est une armée hétéroclite, un patchwork de différentes nationalités. Mais c'est tout ce qu'il a. En octobre 1081, l'armée byzantine arrive enfin près de Dyrrhachium. Le 15 octobre, Alexis établit son camp. Pendant 3 jours, les deux armées s'observent. Guiscard sait qu'il va devoir lever le siège pour affronter l'empereur. Alexis sait qu'il doit gagner cette bataille, sinon c'est la fin. Le 18 octobre 1081, les deux armées se préparent au combat. Alexis dispose son armée selon un plan inhabituel. Normalement, les Byzantins placent leurs archers à cheval en avant pour harceler l'ennemi. Mais cette fois, Alexis met son infanterie lourde en première ligne, loin devant le reste des troupes. Derrière eux, il place ses cataphractaires, la cavalerie lourde d'élite entièrement blindée, hommes et cheval. Puis viennent les courseurs, la cavalerie légère mobile. Enfin, à l'arrière, les archers à cheval, Koumans, turcs seldjoukides et romains.
Cette disposition est l'inverse de la tactique byzantine classique. Mais Alexis connaît le terrain, juste devant les murailles de sa propre ville. Et il connaît les Normands. Il sait comment ils combattent. Son plan est d'utiliser l'infanterie pour absorber la charge des chevaliers normands, puis de contre-attaquer avec sa cavalerie lourde derrière l'écran protecteur de l'infanterie. Face à lui, Guiscard aligne ses troupes en 3 corps. À droite, le comte Ami commande les troupes les plus faibles. Au centre, les chevaliers d'élite. À gauche, Bohémond avec ses meilleurs guerriers. L'armée normande est plus petite, mais elle a un avantage décisif. Les chevaliers normands. Ces guerriers sont la terreur de l'Europe. Ils ont perfectionné une technique dévastatrice, la charge à la lance couchée. La lance est fermement bloquée sous le bras, de sorte que le cavalier, la monture et la lance ne forment qu'un seul projectile. L'impact d'un chevalier normand au galop peut traverser un homme de part en part et tuer celui qui se trouve derrière. En formation groupée, leur charge est irrésistible. Mais Guiscard ne compte pas sur la force brute seule. Il a un plan, un piège. Quand les armées se rapprochent, Guiscard ordonne à sa cavalerie du centre de charger vers les positions byzantines, puis de se retirer brusquement. C'est une feinte classique destinée à attirer les Varègues dans une poursuite inconsidérée. Mais les Varègues ne mordent pas à l'hameçon. Au lieu de se lancer à leur poursuite, ils restent en formation et les archers byzantins criblent de flèches les chevaliers qui se replient. La manœuvre échoue. Guiscard change de tactique. Le comte Ami, sur l'aile droite normande, reçoit l'ordre d'attaquer au point de jonction entre le centre et l'aile gauche byzantine, là où les Varègues rejoignent les autres troupes. C'est le point faible de la ligne byzantine. La charge normande est brutale, mais les Varègues tiennent bon. Ces colosses, avec leurs énormes haches, affrontent les chevaliers montés sans reculer d'un pas. Les chevaux paniquent devant les haches qui s'abattent. L'attaque patine. Puis l'aile gauche byzantine, commandée par Georges Pakourianos, contre-attaque. Ce sont certaines des meilleures troupes d'Alexis. Elles déferlent sur les Normands de l'aile droite. La formation normande se désintègre. Les soldats du comte Ami, qui ne sont pas l'élite de l'armée de Guiscard, paniquent. Ils fuient vers la plage. C'est le moment crucial de la bataille. Les Byzantins sont en train de gagner. C'est alors que tout bascule. Les Varègues, galvanisés par le succès, se lancent à la poursuite des Normands en fuite. Ils abandonnent leur position au centre de la ligne byzantine. Ils courent vers la plage, massacrant tout sur leur passage, ivres de victoire. Guiscard voit sa chance. Il envoie immédiatement un message à l'aile droite. « Tenez bon, rallumez-vous ». Puis il ordonne à ses chevaliers du centre de charger. Les Varègues, essoufflés, éparpillés, se retrouvent soudain isolés du reste de l'armée byzantine. Et les 1300 chevaliers d'élite de Guiscard fondent sur eux. C'est un carnage. Les Varègues se battent jusqu'au dernier homme, fidèles à leur réputation. Mais ils sont submergés. Certains se réfugient dans une église. Les Normands y mettent le feu. Personne n'en sort vivant. Anne Comnène rapporte que c'est Sikelgaïta, la femme de Guiscard, qui rallie les troupes normandes en déroute sur la plage. Cette guerrière, vêtue d'une armure, aurait chevauché parmi les fuyards en les exhortant à retourner au combat. Ressemblant à une nouvelle Pallas, sinon à une seconde Athéna, écrit Anne. L'image est frappante. Une femme sauve la bataille. Pendant ce temps, au centre de l'armée byzantine, c'est le chaos. La mort des Varègues a ouvert une brèche béante dans la ligne d'Alexis. Les chevaliers normands enfoncent le clou. Ils chargent le centre byzantin. L'impact est dévastateur. La formation byzantine se disloque. C'est la panique. Alexis tente de rallier ses troupes. Il se bat personnellement, exposé à tous les dangers. Mais c'est inutile. L'armée byzantine se désagrège. Les soldats fuient dans toutes les directions. L'empereur lui-même doit quitter le champ de bataille. Il abandonne même sa tente impériale dans sa fuite. Un groupe de chevaliers normands le poursuit. Il ne leur échappe que de justesse. La bataille de Dyrrhachium est terminée. Les Normands ont gagné. Le désastre est total pour Alexis. Son armée, qu'il a mis des mois à rassembler, est anéantie. Les pertes sont énormes. Toute l'élite de la garde Varègue a été massacrée. Les meilleures troupes byzantines ont été décimées. Et Dyrrhachium va tomber. Effectivement, en février 1082, après 4 mois de siège supplémentaire, la ville ouvre ses portes aux Normands.
Ce n'est pas une défaite militaire, mais une trahison. Un Vénitien ou un Amalfitain, probablement corrompu, laisse entrer les Normands. Guiscard contrôle maintenant la Via Egnatia. La route de Constantinople est ouverte. Les Normands avancent rapidement vers l'intérieur. Ils s'emparent de la Macédoine. Ils conquièrent la Thessalie. Bohémond remporte 2 nouvelles victoires contre Alexis à Ioannina en mai 1082 et à Arta en juillet 1082. À chaque fois, les Byzantins tentent de contrecarrer la charge des chevaliers normands. À chaque fois, ils échouent. L'Empire byzantin semble condamné. Mais Alexis est un survivant. Il a plusieurs fers au feu. Pendant qu'il combat les Normands en Grèce, ses diplomates travaillent en Italie. L'empereur a contacté Henri IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est en conflit avec le pape Grégoire VII. Or, Grégoire VII est l'allié de Guiscard. Moyennant une somme colossale de 360 000 pièces d'or, Henri IV accepte d'attaquer les Normands en Italie. En mai 1081, puis de nouveau au printemps 1082, Henri IV intervient militairement en Italie. Il attaque Rome elle-même. Le pape Grégoire VII appelle Guiscard à l'aide. Le duc normand se retrouve face à un dilemme: continuer sa conquête des Balkans ou sauver son allié papal. Il choisit le pape. Il laisse Bohémond avec les troupes en Grèce et retourne en Italie avec le gros de l'armée. C'est le salut pour Alexis. Bohémond, malgré son talent militaire, n'a pas les ressources de son père. L'empereur byzantin rassemble une nouvelle armée. Il engage 7000 Turcs seldjoukides supplémentaires. Cette fois, il évite le combat en terrain ouvert. Il pratique la guérilla, les embuscades, le harcèlement. Près de Larissa, il tend un piège à Bohémond. Les Normands tombent dedans. C'est leur première défaite. Bohémond doit battre en retraite. Progressivement, il perd tous les territoires conquis. L'armée normande, qui n'a pas été payée depuis des mois, est démoralisée. En 1083, Bohémond abandonne et retourne en Italie. Mais l'histoire n'est pas terminée. En 1084, Guiscard, ayant réglé ses affaires en Italie, repart à l'attaque. Il reprend Corfou. Il bat Grecs et Vénitiens. Il semble sur le point de relancer son invasion. Mais en juillet 1085, pendant l'hiver, une épidémie frappe son camp à Céphalonie. Guiscard tombe malade. Le 15 juillet 1085, à 70 ans, le duc normand meurt. Avec lui disparaît la menace normande sur l'Empire byzantin. Bohémond, écarté de la succession, partira plus tard pour la première croisade, où il se taillera une principauté à Antioche. Mais les Normands ne tenteront plus jamais de conquérir Constantinople du vivant d'Alexis. La défaite d'Alexis à Dyrrhachium révèle plusieurs failles de l'armée byzantine. D'abord, l'indiscipline. Les Varegs, malgré leur courage légendaire, ont désobéi aux ordres en poursuivant les Normands en déroute. Cette poursuite inconsidérée a brisé la cohésion de l'armée et ouvert la brèche qui a causé la défaite. Les manuels de tactique byzantine mettaient pourtant en garde contre ce genre d'erreur. Mais dans le feu de l'action, avec l'ennemi qui fuit, la tentation de l'hallali est trop forte. Ensuite, l'inexpérience du commandement. Alexis n'a que 33 ans. C'est son premier grand commandement. Avant la bataille, un conseil de guerre a lieu. Georges Paléologue, le défenseur de Dyrrhachium, conseille la prudence. Il propose de harceler les Normands au lieu de livrer une bataille rangée. D'autres généraux expérimentés sont du même avis. Mais Alexis, pressé par le temps, décide d'affronter Guiscard directement. Il paie cette décision au prix fort. Enfin, l'efficacité redoutable de la charge des chevaliers normands. Les Byzantins n'ont rien pour arrêter cette avalanche de fer et de chair. Leurs fantassins sont bousculés. Leur cavalerie lourde, pourtant réputée, ne fait pas le poids. Les cataphractaires byzantins, aussi blindés soient-ils, combattent individuellement ou en petits groupes. Les chevaliers normands chargent en formation serrée, en masse compacte qui emporte tout sur son passage. Cette technique de la charge à la lance couchée en formation groupée est relativement nouvelle. Les Normands l'ont perfectionnée en Italie du Sud. Elle deviendra la signature des chevaliers occidentaux pendant les 2 siècles suivants. À Dyrrhachium, elle fait la démonstration de son efficacité terrifiante. Pourtant, les Normands auraient dû perdre cette bataille. Ils étaient moins nombreux. Ils avaient subi des pertes énormes pendant le siège à cause de l'épidémie. Leur flotte avait été détruite. Ils étaient à des centaines de kilomètres de leur base. Et pendant un moment,
Ils étaient effectivement en train de perdre, avec leur aile droite en déroute. Mais ils ont gagné parce que Guiscard était un génie tactique. Il a su exploiter l'erreur des Varegs. Il a su rallier ses troupes en déroute. Il a su concentrer ses chevaliers au bon endroit, au bon moment. Et il avait Sikelgaita pour galvaniser les fuyards. La bataille de Dyrrhachium marque un tournant dans l'histoire militaire. Elle démontre la supériorité de la nouvelle cavalerie lourde occidentale sur les armées byzantines traditionnelles. Les Byzantins vont devoir s'adapter. Sous Alexis et ses successeurs, ils recruteront massivement des mercenaires occidentaux. Ils copieront les techniques normandes. Ils transformeront leur armée. Pour Alexis personnellement, la défaite de Dyrrhachium est une leçon brutale mais précieuse. Il ne commettra plus la même erreur. Dans ses campagnes futures, il évitera les batailles rangées en terrain ouvert. Il privilégiera la ruse, les embuscades, la guerre d'usure. Cette stratégie lui permettra de récupérer progressivement les territoires perdus et de restaurer l'Empire byzantin. La bataille montre aussi l'importance de la diplomatie. C'est l'intervention diplomatique d'Alexis qui sauve finalement l'Empire, pas la victoire militaire. En payant Henri IV pour attaquer Guiscard en Italie, l'empereur byzantin ouvre un deuxième front qui force les Normands à diviser leurs forces. C'est une tactique que Byzance a toujours maîtrisée. Utiliser les barbares contre d'autres barbares, payer l'ennemi de son ennemi. Pour les Normands, Dyrrhachium est leur plus grande victoire contre Byzance, mais aussi le début de leur échec stratégique. Ils gagnent les batailles, mais perdent la guerre. Ils conquièrent des villes, mais ne peuvent pas les garder. Leur force est leur faiblesse. Ils sont trop peu nombreux pour occuper et administrer un empire. Ils sont des conquérants magnifiques, mais des occupants médiocres. Les 1300 chevaliers normands ont vaincu 25 000 Byzantins. Mais l'Empire byzantin survivra encore 372 ans. Les Normands, eux, disparaîtront en tant que force politique indépendante en moins d'un siècle, absorbés par les royaumes qu'ils ont conquis. Dyrrhachium reste dans la mémoire comme l'exemple parfait du choc entre deux mondes, l'Orient byzantin, héritier de Rome, sophistiqué, diplomatique, mais affaibli, et l'Occident normand, jeune, vigoureux, brutal, irrésistible sur le champ de bataille, mais incapable de construire un État durable. Le 18 octobre 1081, pendant quelques heures, l'avenir de l'Europe a basculé sur cette plaine devant Dyrrhachium. Si Alexis avait gagné, les Normands auraient été rejetés à la mer et l'histoire aurait été différente. Mais il a perdu. Et dans cette défaite, paradoxalement, il a trouvé les leçons qui lui permettront de sauver son empire. Guiscard, lui, ne verra jamais Constantinople. Il mourra à 70 ans d'une fièvre sur une île grecque, rêvant encore de la ville aux coupoles dorées. Son fils Bohémond continuera le combat, mais contre les musulmans cette fois, pas contre les Byzantins. La première croisade s'annonce. Une nouvelle ère commence. Mais ça, c'est une autre histoire.